Bienvenue dans Le Vrai Monde, un voyage dans les images, proposé par Pierre Gaffier. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Le Vrai Monde avec un nouveau générique. Le regretté Jean-Louis Murat. Bonsoir Marie-Hélène Roux. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Depuis 3 jours, sur les murs français, il y a 2 visages, un noir, un blanc, qui regardent vers le haut. Malgré tout le côté sombre qu'ils ont traversé. C'est votre film Muganga qui parle du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, et de son collègue Guy Bernard Calière, belge. On va parler de ce film qui est en salle depuis 3 ans. Je sais que c'est 3 jours. Et vous allez comprendre. J'aimerais 3 ans. Vous allez comprendre le lapsus. J'ai appris que vous étiez sur ce projet depuis 10 ans. Oui. Et qu'est-ce qui justement a changé dans votre approche du film en 10 ans? Mon approche, je pense que ces 10 ans m'ont fait comprendre. Il y a un parallèle avec toute cette, on va dire, ce cheminement que non seulement le docteur Mukwege a, mais que ces femmes ont d'avoir cet espoir, d'attendre un travail de résilience, un travail de courage et de se dire on va jusqu'au bout parce que la cause elle est juste. Et nous, bien sûr, c'est différent. Faire un film, c'est incomparable avec la situation qui se déroule en RDC aujourd'hui. Mais c'est de faire face de la même manière que la parole du docteur Mukwege dérange un film comme Muganga dérange. Et en fait, il faut continuer à se battre pour des valeurs qui sont justes et pour des êtres qui le méritent, comme tout être, mais dans une situation qui est malheureusement pas regardée, dont on ne parle pas. C'est singulier d'ailleurs de faire un film sur le temps qui passe et qui ne passe pas, et de mettre 10 ans à le faire, puisque c'est un film justement sur la mémoire, sur le fait de garder un enfant issu d'un viol ou pas, tout ce questionnement. Et vous, justement, il y a eu j'imagine, des questionnements esthétiques, des questionnements de casting, des questionnements de musique. Et donc, vous avez accouché de votre film d'une manière un peu, non pas inattendue, mais qui n'est pas forcément la norme de la gestation d'un film. Tout est hors norme, avec, comme le personnage du docteur Mukwege est hors norme, comme cette situation, comme l'amitié unique entre ces 2 hommes qui, de l'extérieur, on pourrait penser qu'ils n'ont rien en commun, mais ils ont bien plus. Ils ont l'essentiel en commun. Oui, c'est hors norme parce que c'est un sujet et parce que ce sont des vies et parce que c'est une réalité. Et le courage de ces femmes, leur dignité est hors norme aussi. Donc je pense que j'ai été naïve, et avec ma productrice Cynthia Pinet à l'époque, de croire que ça allait peut-être mettre moins de temps et être un film... En tout cas, on va dire, 3 ans, c'est la norme. Mais ce film n'a rien de normal. Et peut-être c'est tant mieux parce que ce sont des êtres qui sont plus grands que nature. À un moment, un des personnages dit « Bienvenue en République dramatique du Congo ». Où en est le Congo aujourd'hui? Malheureusement, il ne va pas bien parce que les milices M23 ont assiégé la ville de Bukavu, se trouve l'hôpital, les villes de Goma, toutes les villes stratégiques. Et depuis l'année dernière et cette année, le nombre de viols a augmenté de 40%, donc c'est énorme. Et le docteur Mukwege est en exil aujourd'hui. En préparant cette émission, j'ai repensé à tous les films qui sont faits du vivant d'un personnage. Il n'y en a pas tant que ça. Si on oublie les films musicaux sur Bob Dylan et Bruce Springsteen, par exemple, ou Elton John, qui sont avant tout des investissements marketing, il y a eu Le Loup de Wall Street, sur Jordan Belfort, le film de Scorsese, le film sur Eva Joly, L'ivresse du pouvoir, il y a le film sur George Bush aussi, de son vivant, ou le film sur Jérôme Kerviel, le gars qui a détourné des milliards. Et j'ai remarqué que leur point commun, c'est de parler du mal, de parler des embrouilles et de rarement montrer des personnages positifs comme les vôtres. Est-ce que c'est plus dur de filmer le bien que de filmer le mal? C'est une très bonne question et c'est quelque chose que j'ai réalisé mais que je n'avais pas mis de mots dessus. Et en fait, vous mettez le doigt sur quelque chose que je pense c'est devenu à la mode de parler d'une certaine perversité, d'une certaine violence gratuite, de choquer. Pour choquer.
Et je pense qu'on a beaucoup de mal, alors je ne sais pas si c'est notre société, à prendre en exemple des héros, à avoir un parcours vertueux, à regarder un parcours vertueux. Et oui, donc je pense que ça fait partie de la problématique d'avoir du mal à regarder vers la lumière, à regarder qu'il y a des êtres qui changent la vie des autres sans se dire « Oh, ça va être une histoire à l'eau de rose ». Bon, ce qui n'est pas du tout le cas, mais oui, vous avez raison. Bonsoir, docteur Martine Frémont. Bonsoir. Vous êtes médecin en retraite, malgré votre très jeune âge. Mais comme le dit Tom Cruise dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, il dit docteur un jour, docteur toujours. Pour ça que j'ai eu envie que vous voyiez ce film et que vous donniez votre regard. Vous le donnerez tout au long de l'émission, au rythme que vous voulez, à la posologie que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie-Hélène Roux ? Moi, je suis ravie de la rencontrer parce que je trouve que ce film, il est juste essentiel. Il était plus que temps qu'on parle au plus grand nombre de ce qui se passe au Congo, de la négligence qu'on a pour nos besoins personnels, de piller ce pays de terres rares. Mm-hmm. Et donc voilà, il était temps que ça soit diffusé d'une manière beaucoup plus vaste et que d'autres personnes que les politiques entendent parler de ce qui se passe au Congo. Nous avons aussi Salomé Toussaint. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Vous êtes étudiante en journalisme franco-allemand. Déjà une précision sur ce terme. C'est-à-dire tout ce qui se passe en Espagne, en Italie, ne vous concerne pas. Absolument que si. C'est du journalisme, ça reste du journalisme. Non, c'est globalement pour être spécialiste de la France en Allemagne et le spécialiste de l'Allemagne en France. Alors qu'avez-vous pensé du film de Marie-Hélène ? C'est un film très intense. Et c'est bien que ce soit intense. Et je pense que ça l'est même peut-être pas assez. Parce qu'on le voit avec un regard très européen, en fait, de manière générale, en tant qu'Européen. Et que c'est d'une violence assez significative. Et que même dans ça, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on n'arrive même pas à prendre la mesure de ce que c'est au quotidien. Mais que dans tous les cas, c'est très important d'avoir justement mis ça en lumière, mis le Congo en lumière aussi, parce que il y a des guerres partout dans le monde au final, et que le Congo est un pays ravagé, qui a été d'autant plus ravagé par la colonisation. Mmh. Et l'exploitation du Congo découle aussi intrinsèquement de la colonisation européenne et de la colonisation belge. Et du coup, je pense que c'est très important aussi d'adresser la dimension économique, parce qu'au final, c'est en sous-texte de la violence découle du capitalisme en soi, et que c'est aussi un angle qui est plutôt rare, plutôt que de manière, on va dire, en faire un film justement de héros. C'est aussi un film sur juste la violence économique qui se transmet sur les populations, on va dire. Voilà. Moi, j'adore vos invités, ils sont super. Continuez. Pertinente. On va écouter un premier extrait de votre film Muganga. Et vous ? Quand est-ce que vous avez décidé de devenir Muganga ? Mon père était pasteur. Je l'accompagnais partout quand j'étais petit. Un jour, on l'a appelé au chevet d'un bébé qui était gravement malade. On y est allé, mon père a prié, puis on est reparti. Au fond de moi, je savais que le bébé allait mourir. Je ne voulais pas partir. J'ai demandé à mon père de lui donner des médicaments. Il a dit qu'il n'avait pas le droit, que seulement les Muganga pouvaient le faire. Merci. Alors je lui ai dit, je serai un Muganga. On fera équipe. Lui, il prierait, et moi, je soignerai. Alors, les deux personnages principaux, interprétés par Isaac de Bancolé et Vincent Macaigne, sur l'affiche, ils regardent vers le haut. Et j'y ai vu aussi comme une métaphore sur la recherche de spiritualité. Et il va y avoir justement un échange presque d'énergie, puisqu'à la fin du film, dans la deuxième partie du film, celui qui est athée dit « je vais peut-être me mettre à croire en Dieu ». Et le personnage de Mukwege, lui, quand vous le montrez, il est beaucoup plus terre à terre qu'on l'imagine.
beaucoup plus dans l'action. Vous le filmez souvent assis, effectivement en train de prier, mais j'ai l'impression que le film montre aussi un échange entre la civilisation occidentale et le monde africain. Je pense que c'est deux manières d'être, de vivre sa foi, mais pas sa foi. Pour le docteur Mukwege, bien sûr, c'est sa foi chrétienne, et puis c'est cette force qui le porte. Et le docteur Kadier, lui, c'est une foi, mais une foi en lettres. Et je pense que dans leurs différentes discussions, j'étais il y a quelques semaines avec eux, où ils disaient en fait on croit, on le nomme différemment, mais on croit en quelque chose de plus fort, mais qui est le lien humain. Alors le docteur Kadier est athée et ce qui en tout cas se nomme tel quel, mais dans leur manière de vivre le rapport à l'autre, être utile à l'autre, comment on est. Oui, comment on change la vie et comment on apporte être au soin de son prochain. Ça fait partie des mêmes bases, en fait. Mais je pense que le docteur Mukwege, il est dans l'action, parce qu'on peut avoir la foi, on peut réciter la Bible et ne pas avoir le comportement adéquat. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on vit et quelles sont nos actions. Et le docteur Mukwege, c'est un homme de foi, c'est un pasteur, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est complètement aligné avec sa parole et qui le met au service des autres. Et le docteur Kadier, de la même manière, mais ils n'en parlent pas, ils ne le nomment pas pareil, en fait, de la même manière. Sur votre affiche, les deux visages sont de face, légèrement de profil, mais j'ai remarqué la multiplication des dos dans votre film. Le film commence sur le dos du docteur, face à l'auditoire, face au roi Baudouin, et vous montrez souvent des statues de dos. Et très souvent, les personnages sont de dos dans votre film, avant qu'on les découvre autrement. Et je me suis demandé si c'était pas pour justement montrer qu'on ne peut pas faire le tour de 30 ans de combat en 2 heures de film, en 1h40 de film. Mais s'il n'y avait pas autre chose, je vous le pose, je ne vous ai pas interpellé avant, si quand les statues vous les montrez de dos, est-ce que c'est pour avoir un regard un peu neutre et ne pas succomber justement à un certain mysticisme ? C'est marrant, c'est parce que j'ai pas fait. Je sais que j'aime bien, j'adore les cadrer, donc je pense à l'image, au visuel. Et parfois, quand de dos, le début, je sais que c'était de dos, on a cette voix et je voulais qu'on découvre au fur et à mesure et qu'on arrive vers cet homme et qu'après on apprenne à le connaître et à l'aimer et le découvrir. Donc j'aime bien cette notion de ne pas connaître et de découvrir au fur et à mesure. Je vous avoue que je n'y ai pas vraiment pensé, mais oui. Mais je vois après le dos avec l'arbre, c'est parce que je trouve aussi qu'il y a une force dans ce qu'on ne montre pas et ce qu'on suggère. Et il y a une séquence où on a le personnage de Babetida Sadjo, blanche, qui dort dans les racines d'un arbre qui est magnifique. Et après, on retrouve le docteur, justement, comme s'il l'a regardé, il est de dos. Parce que je trouve que parfois, on n'a pas besoin de montrer un visage. Cette position, on se dit, il est sous le même arbre. Et voilà, donc il y a toute une réflexion, mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi à cette notion de dos. Docteur Frémont, vous avez pleuré à la fin du film. Oui, c'est vrai. Et vous avez cité justement ce plan dans l'arbre. Oui, le plan dans l'arbre, je crois que ça doit être un fromager. Il est juste extraordinaire. Cette femme, elle est dans un utérus végétal avec son bébé et c'est super émouvant. Et moi, j'avoue que les moments qui m'ont fait le plus réagir, c'est les moments où le clan des femmes vient se grouper et construit la résilience et la force qu'elles ont à se mettre ensemble et à chanter pour lutter. Et j'ai adoré les séquences que vous avez fait alterner avec des séquences qui étaient en général pas très longues, violentes, et derrière cette résilience qui montre qu'elles ne lâchent jamais leur pouvoir de guérir. Mais ça, c'est très vrai, parce que le docteur Mukwege, il dit souvent je les répare, mais dans le film, il dit je les répare, mais elle me répare aussi. Mais comme il dit, il les aide à se mettre debout
à se relever, et grâce à elle, il tient debout. Et la guérison, elle est collective. Donc c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait, ce qui nous intéressait avec mon co-auteur Jean-René Lemoine, c'est bien sûr de parler d'une situation du tragique, qui fait mal, qui est douloureux, qui est terrible, mais c'est le pouvoir aussi de la force de l'humain, de la force du collectif, et qu'elles se guérissent, il les guérit, et mutuellement, en fait, c'est une société où on prend soin de l'autre, où il y a de la compassion, et le soin, il est collectif. Salomé ? Je trouve que, évidemment, c'est vous qui avez réalisé le film, mais que ça résonne énormément. Et on parlait justement de la place des femmes, et ça se voit aussi. Je trouve que c'est un film réalisé par une femme. Parce que alors, dans un sens, c'est le docteur Mukwege et le docteur Kadir qui sont les protagonistes, on va dire, mais les rôles secondaires, on va dire, mais qui supportent absolument tout le film. Et dans la mesure où c'est elles qui sont au centre du film, c'est les femmes. Et je trouve que, encore une fois, on aurait pu verser dans quelque chose où on met les hommes au centre et on les érige en héros, on les place sur un piédestal de c'est eux qui réparent, c'est eux qui soignent, c'est eux qui sont un peu salvateurs, alors qu'au final, c'est aussi beaucoup un travail de communauté et surtout de communauté de femmes entre elles. Et c'est ça aussi qui est ultra intéressant, j'ai l'impression, avec l'hôpital de Panzi, où, en fait, la plupart des gens à l'intérieur de cet hôpital sont des femmes. Et ça montre aussi l'importance, dans un sens, de l'existence de ces espaces en quasi non-mixité, donc on rajoute aussi un discours très européen là-dedans, mais qui existe et qui n'existe pas en Europe, et aussi une manière de soigner qui est très différente en Europe, où en fait tout repose sur beaucoup l'écoute, le sentiment, et que oui, dans la médecine européenne, c'est plus si présent que ça en fait, les espaces de recueillement et de juste communautaire en fait. Ouais, et c'est vrai que c'est frappant, et pour nous quand on a écrit, et pour moi quand j'ai voulu faire ce film, je voulais... Il a un livre, le docteur Mukwege, qui s'appelle La force des femmes. Moi, je voulais faire un film choral. Et c'était toute la difficulté de comment on dose bien ces hommes, et le docteur Mukwege, qui est ce chef, ce père. Pour moi, c'est pour ça elle l'appelle Papa Mukwege, parce qu'il a cette figure paternelle pour toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent à l'hôpital. Mais que c'est vraiment... Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le lien à l'autre et le pouvoir de ces femmes. Et donc, d'en faire des personnages, de comment on emmène, je crois, le changement, c'est grâce à l'émotion. L'émotion suscite l'action, j'espère, en tout cas, va amener vers l'action. Et que cette émotion, on l'a que si on développe des personnages et qu'on est en empathie, qu'on les connaît. Si les femmes sont juste des statistiques de plus... pour moi, c'est pas comme ça qu'on éveille et qu'on réveille. Moi, elles m'intéressent, et je trouve qu'elles ont tellement de dignité et de force que ça m'intéressait au même titre que cet homme ou que ces hommes. Dans le livre que vous citez, du docteur, parmi toutes les avanies qu'il raconte, c'est-à-dire les menaces de mort qui l'empêchent de prononcer des discours importants, il y en a une qui m'a beaucoup frappé. C'est qu'à un moment, on l'insulte en lui disant qu'il est comme une femme. Qu'il se comporte comme une femme. Ça passe presque inaperçu dans le livre, mais comme si le fait d'être cet homme au milieu des femmes lui faisait perdre, non pas sa masculinité, mais son genre. Je pense qu'il se bat contre cette manière de penser, dans le sens, enfin, c'est pas quelqu'un qui use beaucoup le contre, mais il dit aujourd'hui il faut éduquer les hommes. Et il dit ce sont les femmes qui doivent prendre le pouvoir, parce que quand elles se relèvent, elles demandent comment va mon enfant, comment va ma sœur. C'est toujours dans un altruisme, et c'est lui qui en parle beaucoup mieux que moi. Lui, il voit la beauté et il embrasse cette féminité, comme le docteur Kadir. Et moi, c'était intéressant, à l'heure d'aujourd'hui, on oppose les personnes en fonction de leur sexe, leur genre, leur nationalité, leur religion ou non-religion, de faire un film justement qui rassemble au-delà de nos différences pour quelque chose de plus grand. Et ces deux hommes, ils sont féministes, ils nous montrent que tout est possible. Et ça, c'était important. Pourquoi vous avez fait du fils du docteur Kadir dans la vraie vie une fille ? Parce que les personnages, il faut savoir que le film est inspiré du réel, mais que tous les personnages qui gravitent autour, même les histoires, le lien, ces femmes,
c'est fictionné, même si c'est inspiré dans du réel, dans une sincérité, une vérité, parce que moi, je me suis nourrie de beaucoup de choses que j'ai lues, des échanges que j'ai pu avoir avec les 2 docteurs. Mais déjà, il y avait ces 2 hommes au bloc, et je trouvais ça intéressant, non seulement qu'il y ait un personnage qui soit féminin, une jeune femme, interprétée par Manon Brecht, le personnage de Maya, qui questionne, qui, comme le spectateur, c'est un peu l'œil du spectateur, Maya, elle s'indigne, elle est émue, elle se questionne, et ensuite elle part au combat, elle est dans l'action. Mais le fait qu'elle passe par tous ces différents stades émotionnels, ça nous permet, enfin pour nous en tant qu'auteur et pour le spectateur, d'avoir des réponses, et elle aide l'œil extérieur. Et pour nous, il n'était pas question de vouloir coller au réel, et justement d'avoir cette liberté. Et c'est pour ça que c'est inspiré d'eux, mais ce n'est pas un biopic. Je vais vous proposer un rituel auquel vous êtes obligé de succomber, comme tous nos invités. Est-ce que vous pourriez fermer vos yeux ? Est-ce que vous pourriez nous décrire la chambre d'enfant ou d'adolescente dans laquelle vous avez grandi ? Oh là là, il y en a tellement, parce que j'ai vécu dans différents pays. Je faisais 2-3 ans en Afrique, 2 ans en France, 2-3 ans en Afrique. La chambre d'enfant, je pense que je vais repartir sur un souvenir qui est à Bangui, en République centrafricaine. C'est une chambre avec, je vois c'est pas un climatiseur qu'on n'utilisait pas, et qui avait deux lits avec celui de mon frère. Une chambre très très sobre, avec 2 lits simples en bois, et une petite table de chevet, et je crois des moustiquaires. Donc voilà, quelque chose de très épuré. Une fenêtre ? Une fenêtre, je crois. Oui, une fenêtre avec des barreaux, me semble-t-il. Et des posters de qui au mur ? Dans cette chambre, non, aucun poster. On était vraiment... c'était la nature, et on jouait dehors avec... c'était ça, pas de télé, pas de poster. Vous pouvez ouvrir les yeux, Marie-Hélène. Oh, merci. Il y a beaucoup d'épicentres dans votre film. Et l'épicentre principal, c'est l'hôpital de Panzi. C'est l'épicentre du film, même s'il n'en est que... Même s'il y a évidemment beaucoup d'autres décors. Comment est-ce qu'on filme un monde hospitalier? Dans le film, il y a des grandes trouées bleues qui sont la couleur des salles d'opération, des couloirs, des grandes trouées de bleu, de la radio aussi, de la radiographie. Et je me suis demandé si ça avait été, avec votre chef opérateur et vous-même avec votre style, un enjeu de comment on filme. À un moment, je sais qu'il y a pendant une opération, un personnage dit « on se croirait au cinéma », en parlant d'une opération où quelqu'un peut mourir. Parce qu'en fait, quand je suis allée sur place à Panzi, j'ai découvert la laparoscopie, ou célioscopie, ce qu'on appelle aujourd'hui, et j'ai trouvé une force cinématographique, parce que le fait on opère avec de petites incisions de quelques millimètres, et on regarde un écran, donc les chirurgiens regardent un écran, et donc c'est comme s'ils jouaient à un jeu vidéo. C'est très minimaliste même comme mouvement. Et donc l'extérieur, il n'y a pas de lumière qui rentre, il y a des faisceaux de lumière parce que le corps est éclairé, et il y a une petite caméra à l'intérieur, mais tout ça on ne voit pas. Donc il y a quelque chose, il y avait pour moi, et vu que c'était feutré par tous ces rideaux et la texture qui était verte, et le ventre qui devient rouge, il y avait quelque chose que j'ai trouvé en tout cas très beau. Et on parle de beauté, de visuel, et l'acte en soi, parce qu'il faut savoir qu'à Panzi, ils ont 100% de réussite chirurgicale. Donc c'est beau que ce soin réussisse et guérisse. Donc oui, il y a, nous avec Renaud Chassin, le chef opérateur, on est parti avec 3 dominantes. C'était ce vert qui est présent dans la nature, qu'on a mis dans le personnel, comment il est habillé, et le vert, le rouge, qui est que ce soit le sang, que ce soit des notes de couleur sur les femmes, et le blanc, les faisceaux de lumière, le ciel parfois qui est très blanc. Donc voilà, on a joué avec ces 3 dominantes, et puis après c'est laissé la terre, la texture. On voulait de la même manière que le chirurgien, il regarde la matière au plus proche. Ce qu'on voulait avec la caméra, c'est que ce soit dans l'émotion,
se permettent d'aller chercher des sourires, des pleurs, et puis parfois d'avoir beaucoup plus de pudeur et d'être à l'extérieur. Mais en tout cas, on a essayé d'aller chercher une sincérité et une matière dans l'être de l'émotion, quelque chose de, en tout cas avec sincérité et quelque chose de chirurgical, dans le plus beau sens. Voilà. C'est le cas de le dire. Docteur Martine Frémont, je remarque que vous êtes habillée couleur terre, vert. Vert. Une question ou un commentaire sur le film ? On était en train de parler de couleurs. Hein. Je trouve que la scène où justement on voit ce ventre coloré en orangé et dont les scènes sont entrecoupées avec la hache qui creuse le sol et d'une puissance mais absolue. C'est-à-dire que on voit vraiment que c'est cette extraction de minerais qui creuse le ventre des femmes. Tout à fait. C'est une des scènes les plus magiques de ce film. Merci. Ça, c'est vraiment le talent aussi, on l'a filmé, de Hugo Lemans, le monteur qui a fait un travail exceptionnel dessus. Salomé, tout ça ? On parlait de couleurs. Moi, je vais plus parler de sensorialité, parce que justement, on parle de couleurs, de textures, il y a aussi beaucoup de musique. Et que c'est un film très sensoriel, et je trouve que ça rejoint encore une fois le propos de qu'est-ce que ça fait aussi de vivre dans un corps, tout simplement, et d'autant plus un corps qui a été battu, qui a été frappé, qui a été mutilé. Et le processus de guérison est comme quoi tout est histoire de sensation, et dans ce sens-là, je trouve ça justement très très réussi, où évidemment, encore une fois, on ne peut pas se mettre à la place de ces femmes. Et on ne peut pas se mettre à la place du docteur Mukwege, parce que, de fait, on ne l'a pas vécu, et voilà, on ne l'a pas vécu. Mais que vous avez réussi à faire passer le message par des moyens qui sont plus abstraits, mais en fait qui rendent la chose plus concrète. Dans la mesure où le tissu, la couleur, la musique, ça transcende un peu justement les existences. Et c'est un dénominateur commun à toute humanité, on va dire. Et c'est assez fort là-dedans. Et c'est intéressant aussi, je me disais, le choix des couleurs, justement, le vert, le rouge, le blanc, c'est des couleurs complémentaires. Et le blanc, c'est un peu la couleur de la neutralité, on va dire, ou en tout cas de la paix. Et ça ramène un peu, justement, au contraste qu'il y a entre le docteur Mukwege, le docteur Kadiar, le monde européen, le monde africain, en particulier le Congo. Et je trouve ça très amusant que vous en parliez comme ça. Ouais. Parce que je pense que c'est un lien aussi inconscient. L'esprit fait bien les choses. Mais que ça revient aussi au centre du débat de la rencontre de deux mondes qui, au final, s'entremêlent très bien et vont vers le meilleur. Mais la notion de contraste était très présente, très importante, que ce soit au niveau de la décoration, des décors, je veux dire, et quand vous parlez de musique, la texture, que ce soit la texture visuelle que sonore, c'était très important avec Alexandre Dudermel qui a composé la musique et l'ingénieur son Alec Gousse de créer, d'avoir une matière sonore, de vraiment qu'on rentre dans un monde émotionnel sur tous les plans et d'aller vraiment travailler et chercher quelque chose qui soit, palpable, une matière, quelque chose d'organique. Voilà, c'est organique que je cherchais. Quand Salomé Toussaint a évoqué la musicalité, je pensais qu'elle ferait référence aussi à ce moment très étrange, enfin très beau, très étrange, où le docteur Mukwege est seul dans l'hôpital, je crois qu'il fait presque nuit, et on entend la Passion selon saint Matthieu de Bach, qui est en fait la musique qu'aime écouter son confrère belge, et qui dit à un moment, je crois que la musique c'est sa religion en fait. Et donc je me suis dit que c'était un moment de passation un peu d'énergie par la musique. Il s'approprie, on va dire, les dernières inventions occidentales en termes de médecine, mais vous le montrez de manière presque aussi, je dirais pas mystique, mais de manière délicate par la musique. Voilà. Oui, vous pouvez dire mystique, j'aime bien. Mais mystique. Il y a le sacré aussi. La première fois qu'ils se rencontrent quand ils opèrent,
Le docteur Cadière, justement, joue la passion selon saint Matthieu. Et c'est ce lien en fait, quand vous parliez au tout début de l'émission, ils sont différents, ils ne nomment pas, et ils ont une foi différente, mais que cette musique, ça donne le prétexte à une confusion pour le docteur Mukwege. Mais oui, c'est la musicalité de l'être, entre guillemets, et ce qui les lie. Et ils les nomment pas de la même manière, mais en fait, ils sont unis par quelque chose. Et oui, c'était très important d'avoir ce morceau. On va écouter un deuxième extrait de votre film. Il m'a violée. Longtemps. Je voyais pas sa tête. Il y avait trop de sang sur mon visage. Et il y a eu un autre encore. Je sais pas combien m'ont violé. Je ne sais plus. Je me suis enfuie. Je suis rentrée à la maison. Chez moi, j'ai vu ma famille et... Batikina Nakotate. Balobi. Yonde otumola kibasoda. Ozali Dumba ya mango. Avant de donner la parole, Louis Malle, le réalisateur, qui a fait beaucoup de fiction, raconte que quand il a voulu aller filmer l'Inde en documentaire, à un moment il a dit non, j'arrête ma caméra. C'est-à-dire qu'il pouvait filmer des incestes dans ses films de fiction avec des acteurs, il pouvait montrer des choses terribles de la prostitution, mais quand il était face à la réalité, il regardait son chef opérateur, dit non, on filme pas, c'est pas possible. Je voulais savoir, vous, comment vous aviez trouvé le juste regard, puisque ce sont des comédiens, pour montrer, pour nous délivrer ce message de honte, ce message de transgression de toute valeur humaine, quand on est derrière la caméra et qu'il faut dire moteur et qu'il faut dire coupé. Là, on a entendu Deborah Lukumuna, qui est juste exceptionnelle dans le rôle de Boussara, qui interprète une survivante. Je pense que, et ça c'est le pouvoir de la fiction, à l'inverse du documentaire, qui a un différent pouvoir, mais qui est complètement différent. C'est-à-dire que on est au service de quelque chose. Donc moi, je suis là pour rendre hommage et de regarder l'exceptionnel, le courage, la dignité de ces femmes. Donc quand par exemple, Deborah Lukumuna interprète, elle est elle aussi portée par quelque chose qui la rend fière, comme elle le dit aujourd'hui. On parle beaucoup du film en promotion, et elle dit voilà, moi je suis là. C'est une femme elle est d'origine congolaise, elle a 30 ans, et elle dit qu'elle est née et qu'elle a grandi avec ce conflit. Donc en fait, l'émotionnel, il est là, mais il est là pour servir. Donc en fait, ça devient quelque chose de, si on peut dire, dans la création, c'est positif. Il n'y a pas, et c'est pour ça que je ne voulais pas du tout. J'ai eu certaines questions. Pourquoi est-ce que ce sont des survivantes? Est-ce que vous avez été Et non, moi, on est là pour faire. C'est une œuvre artistique, et je ne voulais pas du tout. Il y en a qui le font, et j'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais moi, c'était important de ne pas utiliser la souffrance d'une femme, et en tout cas réelle, et d'avoir des interprètes qui sont là pour sublimer, on va dire, le réel. Et pour moi, c'est un travail de réalisatrice où je mets en scène et où on a la satisfaction là. Docteur Frémont. Alors, moi, puisque cette situation existe depuis longtemps, la guerre, les attaques, je me suis posé la question de savoir pourquoi ces femmes se faisaient rejeter par leur famille. Parce que c'est tout le travail malheureusement, comme le docteur le dit, c'est l'éducation. Et c'est pas seulement RDC. Malheureusement, dans nos sociétés avant, une femme violée, une femme abusée, c'était elle qui était jugée et rejetée. Et aujourd'hui, la honte, entre guillemets, change de côté. Mais c'est malheureusement, ça a été, et c'est encore trop fréquent à travers le monde. Mais il s'avère que
dans des villages, dans des endroits plus éloignés, où justement l'éducation n'a pas été, et c'est ce que le travail que fait le docteur Mukwege à Panzi, parce que le soin, il n'est pas seulement chirurgical, il est aussi psychologique, il est juridique, il est socio-économique, il y a des écoles, et il va avec des unités mobiles éduquer. Et donc, il y a tout ce travail de conscience, d'enseignement, comment dire, c'est pas de thérapie, éducatif, en fait. L'engagement éducatif, voilà, c'était ça. Et c'est triste, c'est horrible de comprendre, de se rendre compte qu'une femme qui a subi les pires violences puisse être rejetée, puisse être jugée. Ça évolue, hein, ça évolue heureusement, mais... Et donc on voit ces femmes, en particulier une, qui est obligée de faire un long chemin jusqu'au Havre de Paix, où elle va enfin être reconnue par ses consoeurs, par le clan des femmes qui vont l'accueillir. Et c'est tellement, tellement important. Ce clan des femmes, et effectivement, ça manque peut-être un peu à notre société. C'est l'élément majeur. D'un point de vue psychologique, c'est le lieu où on se répare. Oui, et puis c'est l'endroit, et dans le film, on le voit bien, c'est l'endroit avec la personne qui a créé cet îlot de paix, où elles vont parce qu'elles savent qu'elles vont être guéries, qu'on va les aimer, qu'on va les soigner, qu'on va leur donner une seconde vie. En tout cas, elles vont aussi être activement... elles vont participer à leur guérison grâce à ce docteur et grâce à tout cet hôpital. Oui. Docteur Frémont, dans le film, il y a un débat entre les deux médecins sur doit-elle garder son enfant qu'elle ne veut pas, et qu'est-ce que être soignant en fait. Comment vous avez réagi à cette séquence, et comment est-ce que ça vous a rappelé vous-même des choses dans votre parcours de médecin? Oui, bien sûr. Alors, dans ce dilemme, garder ou ne pas garder l'enfant, bien sûr, moi, j'étais plutôt du côté du docteur belge, hein, parce que je me disais que c'était une punition en plus que de garder cet enfant. Mais le docteur Mukwege, il est pasteur, et donc ça ne correspond pas du tout à ses valeurs. Mais c'est quelque chose qui se discute. Après, on a vu une scène aussi où les enfants étaient réunis, ils sont ensemble, les enfants issus de ces viols. Et le docteur Mukwege explique que il y a toujours un moment où la mère va rechercher son enfant, et il est à proximité, il n'est pas éloigné d'elle, et il y a toujours moyen à un moment qu'elle reprenne dans son amour. Salomé, vous voulez ajouter ou faire une diversion? Je vais faire une diversion. Non, je vais revenir à ce que vous disiez, Pierre, il y a quelques instants, sur... la dimension intime, justement, de filmer, et ce qu'on filme pas, comment mettre en scène des acteurs ou des actrices surtout dans ce genre de situation. Et moi, il y a 2 scènes qui m'ont beaucoup frappée, sans les dévoiler évidemment. Il y en a une où une Européenne prend des photos dans un camion, dans une voiture, et le docteur Mukwege lui dit Florence, pas ici. Et il y a une autre scène où des studios télé sont là et filment des choses qu'ils ne devraient pas filmer. Et je trouve ça très intéressant d'avoir incorporé ce genre de scène, parce qu'on aurait pu, je pense, dans un sens s'en passer. Mais en fait, non, elles sont assez essentielles. Ça rentre dans la logique d'intimité, de bien filmer, on va dire, et de bien mettre en scène ce genre de situation où on ne se rend pas forcément compte non plus de ce qu'on a sous les yeux. Et c'est très... En fait... On pourrait verser dans le sensationnalisme en disant de fait, c'est absolument terrible, c'est atroce. Mais on pourrait rentrer dans le cinéma, genre très hollywoodien, très emphatique, on va dire. Et c'est pas le cas. Et je trouve que c'est assez... c'est très, très intelligent d'avoir fait ça comme ça, parce que ça renvoie aussi à la manière dont on va regarder le film en lui-même. Et je voulais savoir si... de fait, c'était intentionnel de les avoir... j'imagine que oui, parce qu'elles ont été filmées. Mais si ça avait été intentionnel de les rajouter, ou si c'était juste une partie du scénario assez
lente, on va dire. Tout, on va dire tout. J'essaie, je suis assez... Je suis assez pointilleuse pour pas utiliser d'autres mots. Je réfléchis, j'essaie de penser à tout. Aider le scénario avec mon co-auteur et ensuite en tournage de se dire comment chaque chose, chaque détail, aussi essayer d'être le plus subtil peut suggérer, énoncer, mettre la lumière sur quelque chose. Et ça vient parfois d'un comportement. On se dit on a envie de prendre en photo et ça vient pas d'une mauvaise intention, mais ça peut être perçu comme si nous, on venait nous prendre en photo sans nous demander notre avis, comment on le vivrait. Même si la personne qui le fait parce qu'elle voit du beau. Dans son regard, il y a du beau, elle a envie d'avoir des souvenirs. En l'occurrence, c'est le personnage de Florence, interprété par Soliane Moissé. Mais ensuite, la différence avec les journalistes qui arrivent et qui veulent tout de suite filmer le sensationnel alors que cette femme arrive, elle est en souffrance. Là, c'est attention, quelles sont les limites de ce qu'on peut montrer et à quel point on peut utiliser la souffrance d'une femme qui arrive au bout de tout le périple qu'on aura, nous, vécu en tant que spectateurs et spectatrices, et de se dire, où est-ce que je commence, où est-ce que je m'arrête? Et puis ensuite, il y a ce dialogue entre les deux docteurs où lui dit mais ça fait tellement d'années qu'ils viennent, on fait des reportages sensationnels et puis quoi, puis rien. Et le docteur Mukwege, il faut savoir, là c'est moi qui fais une petite divergence, que c'est l'homme le plus primé au monde, c'est l'homme le plus récompensé vivant au monde. Et c'est pour ça quand il a vu ce film, ils ont vu le film tous les deux, il nous a dit, à moi et ma productrice, j'ai reçu toutes les médailles, peut-être que ce film peut faire changer les choses, peut permettre un éveil, et qui sait, comme je disais beaucoup, je répète, l'émotion amène l'action. Et ce que j'espère, c'est que, en tout cas, dans les salles de cinéma, depuis qu'on a commencé la tournée, on voit et que le spectateur, il y en a beaucoup qui ne savent pas, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc là, c'est bien. L'art aussi est éducatif. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sait? Et bien sûr, il y a le docteur Mukwege, lui, il a beaucoup plus de réponses que moi, je n'en ai. Et c'est pour ça qu'à la fin du générique, on a le logo et l'adresse de la Fondation Panzi, parce qu'on peut aider de cette manière. Mais oui, c'est essayer au maximum de traiter des différents détails que je trouve importants, sans bombarder le spectateur asséné de il faut faire ça, il faut faire ci. C'est pas du tout le but. Un des deux débats où ils haussent le ton, tous les deux, les deux médecins, c'est celui sur l'avortement du personnage, mais c'est aussi ce que vient d'évoquer Salomé, la médiatisation, et vous venez d'en parler, puisqu'à un moment, je crois que le docteur Kadir dit, oui, il y a le faire, mais il y a aussi le faire savoir. Tout à fait. Et s'il n'y a pas un embryon de faire savoir, peut-être que le docteur Mukwege serait encore dans l'anonymat, il serait peut-être mort. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils ont tous les deux... Moi, je n'aime pas dire ça c'est juste, ça c'est faux. Parce que qui suis-je pour me dire on est la somme de nos expériences en fonction de notre vision du monde, de notre réalité. Et c'est pour ça que ce soit le débat qu'ils ont pour ou contre, ou c'est même pas pour ou contre l'avortement, c'est pour la vie, pour le docteur Mukwege, lui, en tant que gynécologue et en tant que pasteur, pour lui, c'est la vie, elle est sacrée. Et on peut comprendre son raisonnement. Et le docteur Kadir, lui, il est dans une démarche différente, qui, cette femme, elle souffre, elle a le droit de choisir. Bien sûr, moi, Marie-Hélène, j'embrasse parce que ce que dit le docteur Kadir, mais je peux comprendre parce que c'est une manière. Le docteur Kadir, Mukwege, à l'hôpital de Panzi, il faut savoir que c'est le seul hôpital de la région clinique qui donne le kit post-viol avec la pilule du lendemain, et que tous les autres dans la région, dans tout le pays, et la région l'enlève. Donc il est vraiment précurseur de quelque chose. Et bon, l'avortement est
est interdit en République démocratique du Congo et dans beaucoup de pays d'Afrique. Et malheureusement, on voit que c'est un droit qui est remis en question même en Floride. En Floride, dans des pays comme j'allais dire les États-Unis. Donc c'est une bataille. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très actuel aussi dans le film, au-delà de la RDC. Vous avez fait des études pour devenir comédienne? Oui, j'ai fait le conservatoire. Vous attendez à tout sauf à entendre une comédienne. Il y a des images que je ne supporte pas, mais que je regarde quand même, et qui me révèlent des mystères de l'âme humaine, de la profondeur de la cruauté, du mal, que je n'aurais jamais soupçonné. Et peut-être que je ne voulais pas. C'est Jeanne Moreau. Oui. Je suis tombé sur cet entretien en préparant notre rencontre à tous les quatre. Je voudrais vous interroger sur la manière justement de montrer le mal dans le film. À votre place, il y a quelques années, Bertrand Tavernier disait qu'il n'y avait en fait que 2 cinémas. Il y a le cinéma où on montre les actions et il y a l'autre cinéma où on montre la conséquence des actions. Et il disait que la plupart du cinéma hollywoodien de culture pop ne montre jamais la conséquence des actes sur les personnages. Il passe toujours à autre chose. Vous, le mal, la violence, vous la filmez finalement avec retenue dans le film. On voit plutôt le processus de guérison, on voit des actes odieux, mais vous ne la surdramatisez pas. Et pour ceux qui vont voir le film, finalement, vous vous en sortez entre guillemets par une pirouette avec une séquence très étonnante au début qui prend tout le monde de court. J'invite les auditeurs et les auditrices à la découvrir. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une réflexion aussi de ne pas sombrer dans le gore. Oui, moi, de toute façon, je ne suis pas du tout adepte du gore. Et je dis souvent cette phrase que mon maître de théâtre, quand j'étais comédienne, disait « suggérer, c'est montrer. Suggérer, c'est créer, montrer, c'est détruire ». Et je trouve qu'il faut laisser le spectateur en tant que créateur ou créatrice. On donne quelque chose et il faut que ce cheminement par le spectateur puisse... Il y a une rencontre qui se fait à mi-chemin. Et si on donne trop, on dévoile trop, on ne laisse pas à l'autre, au spectateur ou au lecteur, ou quelle que soit la forme artistique, la possibilité d'avancer vers nous. Et d'une, je ne crois pas... Pour moi, ce qui m'émeut... Voir un corps, ce qui n'est pas du tout dans le cas, voir un corps mutilé, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'amène de l'émotion. Voir une femme qui pleure, voir une femme qui retient ses pleurs, ou un être qui est courageuse, avec beaucoup de dignité face à la douleur, ça m'intéresse et ça m'émeut, moi. Donc c'est ça sur lequel j'ai travaillé, on a travaillé avec toute une équipe. Donc oui, le film après, il fallait... Comme je dis souvent, si on veut parler de la guérison, il faut regarder où ça fait mal et de ne pas regarder émotionnellement, de ne pas rentrer dans une charge émotionnelle. Ça aurait été rester indifférent. Donc pour moi, il faut avoir ce courage-là on affronte et on touche... On ne pourra jamais, en tout cas, vivre ce que ces femmes vivent. Mais en tout cas, en essayant par le biais du cinéma, c'est-à-dire des images et du son, travail du son, d'être dans quelque chose de sensoriel comme ce que tu disais, c'est très important pour qu'après, on puisse cheminer avec notamment un personnage, mais toutes les autres survivantes, et aller vers la guérison. Est-ce que vous avez fait des cauchemars pendant le montage du film, pendant le processus Non, pas du tout. Et quelle a été l'importance de votre compagnon, si vous en avez un actuellement? Non. D'autrui, je veux dire, des gens extra-cinéma, parce que sur un tournage de film, quand on est 20 personnes pendant 1 ou 2 mois, à un moment, je dirais pas qu'il y a une routine, mais on se serre les coudes, on sait pourquoi on est là. Est-ce que vous avez eu besoin d'avoir un pasteur? Au sens métaphorique du terme. Oui, je réfléchis, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un tourbillon. Faire un film, déjà, quel qu'il soit, c'est un tourbillon. Vous travaillez avec une équipe immense, vous devez gérer tellement de choses. Mais en fait, j'ai été portée, c'est difficile, mais j'ai été portée par toute une équipe, que ce soit devant ou derrière la caméra, où on est au service... Et surtout pour ce film,
quelque chose de plus grand, parce que c'est la première fiction sur la situation en République démocratique du Congo. Et il y a beaucoup de bienveillance, et on a tourné notamment à Lambaréné au Gabon, l'endroit où je suis née. Dans ce village, on était entourés et il y avait toute une communauté qui était là. Donc, en fait, j'ai pas eu besoin, sur le plan de faire ce film. C'est la suite qui a été beaucoup plus compliquée. Et là, c'est pour ça que je vous demandais au montage. Ah oui, quand montage. on voit les images. Montage, non. C'est une fois que vous avez... Non, parce qu'il y a une fierté artistique. Là, je parle de l'artistique. Et de se dire que plus la qualité est au rendez-vous, plus on a un film dont on est fier, et plus j'espère le message et le public va être ému, et ensuite va relayer par des actions, par, je l'espère, un changement grâce au film. Donc non, j'ai pas eu besoin de pasteur. C'est après, une fois que la lutte était finie. Un dernier mot, Martine Frémont. Moi, je dois dire que à propos de ces images qu'on ne montre pas, qu'on suggère plus que de les montrer, c'est vraiment là que naît l'émotion. C'est juste après l'image que notre imaginaire se met en route, et que l'émotion vient, et que cette émotion, on alterne entre la honte, parce que finalement c'est pour notre usage personnel que ces gens souffrent, et puis l'envie de partager, enfin se sentir totalement solidaire de ce que vivent ces femmes, parce que je suis une femme, et que je le ressens dans mes tripes, ce qui se passe pour elles. Donc c'est très important de pas aller trop loin dans ce qu'on montre, parce que voilà, c'est là du coup le spectateur fait son chemin, le sien. Salomé Toussaint. C'est pas tellement une remarque, c'est plus une double question qui en plus n'ont pas grand chose à voir entre elles. Non, la première, je suis consciente que c'est un peu taquin, mais justement on parlait de la suggestion. Est-ce que c'est pas un risque aussi que justement la spectatrice ou le spectateur, peut-être moins la spectatrice, mais le spectateur manque le message? Non, au vu des projections qu'on a là, je crois que le message passe très bien. D'accord. Et non, ma deuxième question, c'est, vous parliez de la communauté, enfin, que vous avez filmé là où vous êtes né, vous étiez entouré d'une équipe de cinéma, et du coup, Denis Mukwege est appelé Papa Denis ou Papa Mukwege. Est-ce que, justement, le fait d'être dans une communauté cinématographique et de filmer une communauté de femmes qui est aussi une grande famille, on parle aussi beaucoup de la grande famille du cinéma, ça a aidé de rentrer dans un climat, on va dire, où tout le monde prend un peu soin des uns des autres, même si c'est pas tellement vrai pour le cinéma. Ce qui aide, c'est surtout la chose que je trouve très forte, c'est quand on n'est plus chez soi. Donc on n'a plus les mêmes repères. C'était une équipe française, belge aussi. Et en fait, le fait d'aller dans un endroit, et on vivait dans un lieu où on était toutes et tous ensemble, en fait, on n'a plus les mêmes repères. Donc, les autres deviennent nos repères. Et c'est vrai que le film prend toute la place. Et l'humain, et on est dans du travail. Et le fait d'aller chercher des figurants. Donc, il y a toutes les personnes du village qu'on a pu... Cynthia Pinet, ma productrice, on a, grâce au film aussi, engagé plus d'1 millier de personnes sur la durée du film. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe aussi sur le plan non seulement de l'économie, mais surtout sur le plan humain, parce que chacun vient mettre son petit truc, et oui, sinon ça devient unique, et c'est une expérience différente. Si on avait tourné tous et on rentrait chez soi le soir dans une routine de vie, l'expérience aurait été différente. Et puis en Afrique, ça prend une autre dimension. Est-ce que vous êtes prête, Marie-Hélène Roux, pour le questionnaire rituel de fin d'émission? Je ne sais pas si je suis prête, mais on va essayer. Alors, c'est pas pour vous rendre hommage qu'il y a ces tam-tams. Ils y sont depuis le début de l'émission. C'est une chanson des Talking Heads. Je croyais que c'était que pour moi, mince. C'est une musique des Talking Heads qui parle justement
justement de l'Afrique, de coïncidence. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999, vous qui avez beaucoup voyagé? J'étais à Los Angeles, parce que j'ai vécu. Ouais, j'ai réfléchi, oui, entourée d'amis, avec ma famille de Californie. Donc, oui. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Ben, je pense en parallèle, c'est un livre qui s'appelle The Artist Way de Julia Cameron. Je sais pas si je pense que ça a dû être traduit et qui fait appel. C'est un livre que justement toute cette démarche artistique, mais qui n'est pas que artistique, c'est la démarche de croire en soi et d'aller parler à l'enfant qui est en soi et de croire en toute la magie et la force qu'on a et la lumière qu'on a en soi. Et je sais que je l'ai utilisé beaucoup et je l'ai offert beaucoup pendant une période et que je l'ai toujours chez moi. Je pensais que vous alliez me citer Thoreau, l'auteur américain, qui est cité dans un autre de vos films. On voit une de ses citations. Oui, j'aurais pu aussi, mais là j'aurais pu en citer plusieurs. Mais oui, aussi. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête, ce serait qui? Historique, oh là là, il y en aurait plusieurs. Simone Veil, il y aurait qui Martin Luther King, Nelson Mandela, enfin déjà il y en a 3, des figures comme ça. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant le lieu où vous êtes né? Eh ben, très bonne question auquel je suis ravie de répondre. Eh ben, il y a pour le tournage justement à Libreville. Je suis née à Libreville au Gabon. Et pour la petite histoire, il y a quelque chose de très beau qui m'est arrivé quand j'étais au Gabon. Je suis arrivée là les 2 premiers jours, il y a 2 ans, lorsqu'on tournait. Et il y a une femme que je ne connaissais pas qui vient vers moi et qui me dit « Une partie de toi est sur cette terre ». Et je lui dis « Mais pourquoi elle vient comme ça dans la rue ?» Elle s'arrête. Je lui dis « Pourquoi elle me dit ça ?»« Oui, il y a une partie de toi. » Je lui dis « Je suis née ici. » Elle me dit « Oui, ton cordon ombilical est sur cette terre. Donc il y a la première partie de toi qui est sur terre. » Et je trouvais ça assez magique, je n'avais jamais pensé. C'est magique. Est-ce que vous avez déjà pensé à la musique que vous voulez que vos proches entendent lors de vos funérailles? Non, et j'avoue que je n'ai pas envie d'y penser. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un et que vous vous dites « Bon, allez, ça suffit, ces querelles, j'enterre l'âge de guerre ». Quel est le DVD que vous allez envoyer par la poste pour bien faire comprendre votre retour d'affection? J'enverrai, alors là je vais être purement pensée au film, j'enverrai Muganga parce que c'est un appel à plus d'humanité et d'êtres qui se rejoignent au-delà de leurs différences. Donc j'enverrai celui-ci. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée à Bagnodé comme ça et au détour d'un couloir vous tombez sur une œuvre d'art, peinture, sculpture, photo, et vous dites mais c'est moi? Non, j'avoue, j'aurais voulu vous donner une réponse merveilleuse, mais non, ça m'est pas arrivé. Si demain matin à 9h vous pouvez tout prendre avec vous, votre magnifique sweatshirt Amour is French, que vous portez, votre métier, vos amours, tout. Dans quelle ville demain matin à 9h vous vous télétransportez? Ah là là, il y en a tellement que j'aime des villes. Ça peut être un village aussi. Je vais dire Lisbonne. J'aime beaucoup le Portugal. Et dernière question, est-ce que vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel avant de prendre une grande décision? Marguerite Duras racontait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que quand les 4 coins de son lit étaient impeccablement faits, que ça pouvait lui prendre 2 heures pour retarder le moment d'écrire. Ah mais moi ça je l'ai, mais j'en ai tellement, il faut que tout soit nickel parce que j'ai beaucoup de toc. Il faut que tout mon bureau soit super clean et j'ai des encens, j'ai des bougies, j'ai plein de choses. Donc là dans mon sac pour cette émission, j'ai des petites choses, des pierres, j'ai 3 pierres. Donc la liste est longue. Pour reprendre une des citations dans votre film Muganga, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Comment lui donner du sens? Le principal, c'est de donner une vie. Enfin, le principal, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, c'est de donner un sens à notre vie. Et est-ce qu'il y a une vie après la mort? Je ne sais pas, j'espère. Alors, votre film Marie-Hélène Roux Muganga est à l'affiche depuis 3 jours en France. Merci, Dr Martine Frémont.
Merci Salomé Toussaint pour vos participations. Je voudrais finir par un message d'espoir. Dans votre film, il y a une séquence où on voit les enfants serpents dans une salle de classe et la maîtresse leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Et comme ce sont des enfants serpents, donc issus d'un viol, il y en a quand même un qui dit « je veux devenir docteur ». Ouais. Et c'est très subtil, vous le recadrez même pas en gros plan, ce petit garçon. On entend juste la voix. Ouais, donc l'espoir au bout du tunnel. Voilà, si on pouvait à notre manière, l'art aussi permet de soigner, être docteur et soigner les uns et les autres. C'est le but en tout cas de ces hommes qui nous montrent le chemin, de ces femmes et de ce film. Merci Marianne. Merci Dr Frémont. Merci Salomé Toussaint.